Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h à Djibouti. Tout de suite, les titres du journal. Des milliers de personnes se sont rendues sur place à Arta pour la randonnée pédestre. Et aux nouvelles internationales, des frappes contre Daesh en Syrie. Merci de rester fidèles à nos éditions. Et pour commencer le journal, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la 9e édition du randonnée pédestre d'Arta s'est tenue ce vendredi avec la participation des milliers de personnes dont les membres du gouvernement, notamment celui du président de l'Assemblée nationale et des parlementaires. Au premier matinal, les brouillards et quelques petites averses n'ont pas dissuadé les amoureux de la randonnée à participer à cette marche dédiée à la promotion de la paix. Le coup d'envoi de la marche a été donné par le secrétariat d'État à la jeunesse, Bedoul Hassan Bedoul. À ses côtés, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Hamad, le ministre du budget, Bodé Ahmed Roble, et le préfet d'Arta, Abdullah Darar Ukiye. Parmi les participants venus de toutes les régions du pays, on note également la présence massive de jeunes, des femmes, ainsi que de ressortissants vivant dans notre pays. De le coup d'envoi, les uns et les autres se sont lancés sur la piste de la marche d'Arta qui se déroule chaque année depuis 2008. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport s'est réjoui de la forte participation à la marche organisée dans le cadre de la promotion de la paix. Cette marche de randonnée renommée internationale d'Arta est appelée Africa Peace Walk, est devenue une habitude pour les amoureux de la marche qui sillonne chaque année la piste de randonnée d'Arta. Nous allons revenir en détail sur cette marche dans nos prochaines éditions. La cérémonie des distributions de parrainage de Sharia de chaque année a eu lieu aujourd'hui au sein de l'école de la sagesse à 123 orphelins des différentes catégories. Cette distribution a été présidée par le responsable de parrainage de Diwan al-Zakat, M. Aden Hussein Aden, en présence de l'adjoint des parrainages de Diwan al-Zakat, M. Khaled Mohamed. Les activités de parrainage comme les aides et les dons, les organisations de bienfaisance aussi bien nationales qu'internationales passent par Diwan al-Zakat qui distribue les matériels aux personnes nécessiteux. Rappelant que la zakat est le troisième pilier de l'islam, c'est donc un devoir incontournable pour chaque musulman dont la condition financière est au-dessus d'un certain. Cette année, la distribution est partagée en 5 catégories pour 123 orphelins, dont le plus vulnérable au moyen, le montant est de 17 280 à 129 600 francs. Et en page sport, le mini tournoi comptant pour les Jeux arabes scolaires organisés par la chaîne de télévision satellite Al Jazeera s'est ouvert hier au stade Gouled. Le coup d'envoi de ces Jeux de minimes a été donné par le secrétariat général du MENFOP, Haroun Omar Aden, organisé dans les pays de la Ligue arabe. Notre pays participera pour la première fois à cette compétition et ce sont des équipes de jeunes collégiens âgés de 11 ans et issus de 8 collèges de la capitale et des régions qui s'affronteront durant 3 jours au stade pour une qualification à ce jeu interscolaire. Au total, 8 établissements du moyen, à savoir collège de Dogley, le collège de Gabod, Charles de Foucault, Arta 1, Hayal Saïd, Ambouli, Fukuzawa et PK12 prennent part à ce tournoi. Les premiers matchs ont permis de faire connaître les premiers demi-finalistes de ces jeux, en l'occurrence les collèges de Gabod 4, Charles de Foucault, Hayal Saïd et Fukuzawa. Les demi-finales se joueront aujourd'hui et demain au stade Gouled. Ce mini-tournoi, organisé dans le cadre de Jeux arabes interscolaires, se poursuivront jusqu'à demain pour connaître le champion qui remportera notre pays au niveau arabe lors des phases finales qui se dérouleront à Doha et au Qatar. Et dans la page éducation, le CRIPEN a abrité une formation sur la réforme de l'enseignement technique professionnel d'une semaine
assurée par un expert international, en l'occurrence M. Jean Labouze, inspecteur académique de mathématiques et de sciences dans l'enseignement technique et professionnel. La formation s'est ouverte samedi sous la houlette de hauts responsables du MENFOP qui ont pris part à l'ouverture de cet atelier et ils ont précisé dans leur intervention l'importance de la formation qui doit aider à mener à bien son terme la réforme des baccalauréats professionnels. La formation en soi avait deux volets d'action. La première concerne le génie civil et le génie électrique et mécanique et ses variantes de profit de sortie dans la phase professionnalisante dans les différents CAP et Bac Pro. Alors que la deuxième partie était destinée à l'ensemble des enseignants de mathématiques et de physique dans les filières professionnelles ainsi que dans les conseillers pédagogiques référents dans ces disciplines de mathématiques et de physique. Cette formation vise à accroître le niveau informationnel et la sensibilisation sur les différents enjeux techniques et pratiques de la nouvelle réforme de l'enseignement technique et professionnel ainsi que le Bac Pro. Il s'agit de créer et mobiliser toutes les compétences des disciplines à la formation technique et professionnelle du MENFOP. Pour les participants, cette formation a été d'un intérêt particulier. Les uns et les autres ont apprécié les qualités des interventions de l'expert formateur et les différents échanges durant la durée de l'atelier. Et autre nouvelle, une cérémonie officielle de distribution des kits de matériaux agricoles s'est déroulée hier matin au siège de la coopérative agricole de Mouloud de la région de Dikil. Cette cérémonie de distribution est organisée dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la seconde phase du projet de renforcement des capacités managériales et productives des coopératives agro-pastorales financées par l'Union européenne et mise en œuvre par l'ONG Paix et Lait en partenariat avec l'AFC et le ministère de l'Agriculture. Les équipements et matériaux agricoles sont destinés à être utilisés pour accroître la production maraîchère des coopératives bénéficiaires afin d'atteindre les résultats attendus du projet. Il s'agit de kits d'irrigation goutte à goutte et des préventions d'eau distribuées aux 28 bénéficiaires de la coopérative de Mouloud. Ces derniers suivront une formation sur l'aménagement de sols et en technique d'irrigation goutte à goutte et de fertilisation des sols la semaine prochaine avec une équipe de formateurs nationaux spécialistes dans ces domaines. Ont été présents à cette cérémonie le préfet adjoint de la région de Dikil, M. Fouad, le sous-préfet de Mouloud, le président de l'association PLA, M. Hassan Khere, et ses membres, le député de la région, M. Adan Darar, ainsi que les membres de la coopérative des Mouloud. Et pour les nouvelles internationales, la France et la Russie ont décidé de coordonner leurs frappes en série contre l'organisation de l'État islamique et ont convenu qu'elles ne devaient pas viser les combattants qui luttent contre le groupe djihadiste, a annoncé François Hollande lors d'une conférence de presse commune avec Vladimir Poutine à Moscou. Nous nous sommes accordés sur 3 points essentiels. Premièrement, nous allons augmenter les échanges d'informations et les renseignements de toute nature et notamment entre nos forces, a déclaré le président français à l'issue d'un entretien avec son homologue russe. Les frappes contre Daesh seront intensifiées et feront l'objet d'une coordination pour augmenter les efficacités et notamment sur le transport du pétrole, a-t-il poursuivi. Et il a ajouté, troisièmement, les forces luttant contre Daesh et les groupes terroristes ne doivent pas être visés par nos avions en référence aux rebelles modernes qui combattent le régime syrien de l'État islamique. Si ce point est réellement appliqué par la Russie, il s'agirait d'un tournant puisque jusqu'ici, Moscou, à grande dame des Occidentaux, ne faisait aucune distinction entre les groupes rebelles luttant contre le régime syrien, les qualifiant automatiquement des terroristes. Le maître du Kremlin a de son côté indiqué que son pays était prêt à coopérer dans la lutte contre le terrorisme et apporter une contribution pratique à la formation d'une coalition antiterroriste très large, à savoir un front
antiterroriste sous l'égide de l'ONU. Et pour finir, le journal 2 semaines, jour pour jour, après les attentats de Paris et de Saint-Denis, la France rend un hommage national et solennel vendredi 27 novembre aux invalides, aux 139 morts et quelques 350 blessés des attaques du 13 novembre. Plus de 2000 personnes, à commencer par les familles des victimes et des blessés, sont attendues en milieu de matinée dans la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides pour cette cérémonie qui l'Élysée souhaite sobre, grave et solennelle. Ces personnes prendront place dans une vaste tribune érigée dans le sens de la longueur de la cour, aux côtés des membres du gouvernement et des représentants de l'ensemble des autorités de l'État prévues par le protocole de la République. Selon la présidence, ont également été conviés parlementaires, corps constitués, anciens présidents de la République et premiers ministres, représentants des partis politiques, du corps diplomatique et des services de secours et de police intervenus lors des attentats. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous juste après une page de publicité. Les minutes du focus vous seront présentées par Ferdous Fossé. Mesdames et messieurs, et bonjour. Sur le plateau avec moi, Ferdous Fossé, c'est les minutes du focus. Alors Ferdous, bonjour. Tu nous as préparé 3 sujets. Le premier va porter sur la France qui a rendu hommage à ses 130 victimes du terrorisme. Tout à fait, Choukri. Bonjour à tous. C'est exceptionnel parce que l'hôtel des Invalides, comme vous venez de voir à la fin de ce journal, c'était habituellement réservé à des cérémonies militaires. Mais après les 6 meurtriers attentats du 13 novembre dernier à Paris et à Saint-Denis, les autorités françaises ont voulu rendre un hommage solennel aux 130 personnes décédées et aux 352 blessés. Le président François Hollande l'a souhaité sobre et grave. Dans la cour d'honneur des Invalides où doivent se raisonner. Habituellement, c'est réservé aux Invalides, Choukri, mais aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est les noms de 130 personnes qui ont raisonné des victimes qui vont être égrenées. La plus jeune de ces victimes, Lola, avait 17 ans. Le plus âgé, Jean-Jacques, 68 ans. Tous deux étaient français, tués lors des massacres dans la salle du concert du Bataclan avec 88 autres personnes. Mais il y avait aussi des étrangers parmi les morts, des Belges, des Britanniques, des Allemands, des Espagnols, des Roumains, des Suédois, des Égyptiens, des Latino-Américains. Et pour le deuxième sujet, Ferdous, c'est Moscou qui passe aux représailles économiques contre Ankara. Tout à fait. Après les frappes de l'Inde et ses bombardiers abattus par l'aviation turque à la frontière syrienne, la Russie a annoncé hier des mesures de rétorsion économique contre la Turquie, tout en excluant une riposte militaire. Les autorités russes mettent également en doute la sincérité de l'engagement turc contre l'organisation de l'État islamique. Le premier ministre de Russe, Dmitri Medvedev, a ainsi demandé à son gouvernement de préparer une série de mesures de rétorsion. Il a laissé entendre que des projets conjoints pourraient être suspendus, notamment les droits de douane augmentés, les liaisons aériennes restreintes, l'utilisation de la main-d'œuvre turque en Russie pourrait aussi être affectée. Les importations turques en Russie ont dépassé les 3 milliards de dollars sur les 3 premiers trimestres, notamment celle de 2015, pour les produits agricoles. Après avoir joué l'apaisement, le président turc Recep Tayyip Erdogan a haussé aussi le ton, rejetant les excuses demandées par Vladimir Poutine et déplorant aussi que Vladimir Poutine n'a pas répondu à ses appels téléphoniques. Dans la tribune publiée ce matin par le Times, le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu tente de faire retomber la tension en appelant les Russes à venir à la table des négociations. Et pour finir, Ferdous, le rhinocéros à nouveau menacé en Afrique du Sud. Effectivement, le commerce des cornes de rhinocéros est à nouveau légal en Afrique du Sud. À cause d'un vice de procédure, le moratoire gouvernemental a levé
il a été levé. Le risque maintenant, bien sûr, c'est la reprise du braconnage intensif des rhinocéros, responsable d'une mortalité de plus en plus menaçante pour l'espèce. Merci Ferdouz pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer des agréables moments sur Télé Djibouti.